Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M'Opposé, la chaîne 100% gardien. Aujourd'hui, nous allons débriefer de la dernière journée de Ligue des Champions et donc du coup du tirage des huitièmes de finale. Mais également, nous allons faire une petite preview du choc, le classico entre le Real et le Barça qui a lieu mercredi. Pour m'accompagner sur cette émission, il est content de toutes ses victoires 1-0, c'est Thomas Bernard. Salut tout le monde, tarif maison. Tarif maison 1-0, sauf pour Koulibaly qui rate des occasions. Beaucoup, ouais. Son équipe ne s'est pas déplacée ce week-end car si on regarde la feuille de match, ils ont pris 0-3 à domicile. Les joueurs ne sont pas déplacés à l'Emirates Stadium. C'est Renaud Eudier. Bonjour à tous, ouais, c'était super. Encore un gros match d'Arsenal. C'était bien. C'était vraiment cool. À la maison, c'était vraiment sympa, quoi. Tarif maison également. Et moi, c'est Nicolas Drouet, supporter de l'OL. Donc une période de deuil sur toutes les blagues concernant les ligaments croisés pendant 3 jours. Ah ouais, c'est une belle période là pour l'OL, c'est vraiment sympa là. Ah, le karma est violent. Ouais, mais il y a tout en même temps. C'est bien, quoi. C'est sympa. Le match contre la Juve va être vraiment cool, je pense. Ouais, ça va être plutôt sympa. On attend la trêve avec impatience. Les crampons sont vissés, les gants ajustés. On peut donc lancer la première période. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, M'Opposé Richard. Regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Oh, quelle parade. Sur ce coup franc. L'ange s'est envolé. Et oui, l'actualité est chaude en cette fin d'année 2019, avec tout d'abord un retour sur les matchs qui se sont joués mardi et mercredi dernier en clôture de cette phase de Ligue des Champions. Je vous propose de revenir d'abord sur le match qui a ouvert cette dernière journée et que nous avons noté sur notre site et où il y a eu une superbe performance d'un des gardiens. Je crois que c'est Thomas qui voulait nous parler d'abord de Alisson. Ouais, exactement, Nico. Ce mardi, donc j'ai eu la chance de noter Salzbourg-Liverpool, qui était un très beau match de Ligue des Champions, puisque deux équipes proposaient un super jeu. Offensivement, c'était plutôt match décisif en plus. Match décisif. Et puis c'est pour ça qu'on en parle. Les deux gardiens aussi ont été bons, même si malheureusement pour Salzbourg, Stankovic a pas été autant décisif qu'Alisson. Mais ça permet aussi d'évoquer la performance d'Alisson qui a été décisif et important pour son équipe, notamment en début de match. Donc là, je vais vous parler d'une action qui s'est déroulée à la 6e minute de jeu. Donc il fait une double parade. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'action, l'action se déroule au coin des 6 mètres d'Alisson, côté gauche de ses buts. Il y a Chan, attaquant sud-coréen de Salzbourg, qui se présente devant lui. Et donc, le gardien brésilien, il sort en tel un gardien de hockey. Donc, il écarte le maximum ses bras, il prend le maximum d'espace possible. Et avec sa main gauche, il va réaliser une première parade. Il la repousse assez difficilement quand même, parce qu'elle tombe dans l'axe. Et il y a Minamino, le japonais de Salzbourg, qui arrive en pleine course et qui enchaîne directement à la frappe. Et là, pareil, il reprend ses appuis assez rapidement et il se repositionne en position de gardien de hockey. Et cette fois-ci, il va arrêter le ballon avec la main droite. Et quand tu vois l'action, en fait, c'est plutôt exceptionnel le déplacement et la reprise d'appui. Parce qu'en fait, les deux frappes s'enchaînent assez rapidement. Hein. Il y a d'avoir 2-3 secondes entre les deux frappes. Et en plus, quand tu regardes la vidéo d'un peu plus près, tu as l'impression qu'Alisson, après la première intervention, il perd ses appuis. Limite, il est prêt à mettre la tête dans le gazon, si tu veux. Et je ne sais pas comment il fait. Et en fait, avec ses genoux, il arrive à faire une bascule vers l'arrière et de se relever, donc avec l'aide de ses abdos aussi, et d'enclencher directement avec la deuxième sortie en gardien de hockey. Et en fait, cette action, pour moi, elle illustre en fait l'une des principales qualités d'Alisson, c'est la recherche de contact et de fermer l'angle au maximum vis-à-vis de son attaquant. Et souvent, de par son placement et sa volonté de fermer l'angle au maximum vis-à-vis de l'attaquant, et ça lui permet d'avoir des arrêts beaucoup plus faciles. Il se facilite en fait ses interventions lors de ses matchs. Et bon, ses arrêts sont peut-être pas été spectaculaires dans ce match-là, à part la double parade dès la 6e minute de jeu.
Il a concédé 7 tirs cadrés sur 11 tirs. Mais si tu veux, à part la double parade, il n'y a pas d'arrêt exceptionnel. Mais ses arrêts ne sont pas exceptionnels parce qu'il est très bien placé au départ et il n'a pas besoin de faire d'arrêt exceptionnel. Donc, c'est la qualité de ce match-là qui ressort, c'est le placement, le positionnement, le fait de fermer son angle au maximum, de réduire les espaces, les angles de frappe pour l'attaquant. Ça illustre un peu la qualité d'Alisson, et puis il a été décisif lors d'un match coup près quand même pour Liverpool face à Salzbourg, qui est une équipe détonnante et qui n'a pas démérité lors de cette rencontre. Ouais, et puis ils sont battus par la doublette Mané Naby Keita sur le premier but, et puis le but assez exceptionnel de Salah en angle fermé. Et du coup, ce qu'on voit avec Alisson, c'est que si on regarde un peu les stats ou au moins ce qui s'est passé dans le match, on se dit 2-0, normal pour Liverpool, mais ils ont vraiment tremblé. En première mi-temps, franchement, en plus, Salzbourg, le stade était plein. C'est une équipe qui met beaucoup d'enthousiasme avec des jeunes. Liverpool a vraiment subi en première mi-temps, même s'ils ont eu des occasions en contre. Mais ils n'ont pas réussi à concrétiser en première période parce que Salah, notamment, a loupé quelques occasions. Puis Stankovic, le gardien autrichien de Salzbourg, qui a fait des beaux arrêts, des belles sorties notamment dans les pieds de Mané, à un moment, de Salah, pardon. Il se jette bien sur lui, il empêche de le crocheter. Malheureusement pour lui, pour Stankovic, les 2 buts qu'il encaisse, c'est un peu ses sorties, les 2 sorties qu'il fait sont à contre-temps et permet aux attaquants de Liverpool de pouvoir finaliser leurs actions. Mais dans l'ensemble, ça a été un beau match à noter et j'ai pris du plaisir parce que le match était bien et les gardiens se sont illustrés. Donc c'était plutôt cool. Et moi, je voulais juste rajouter un truc sur les 2 sorties d'Alisson. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que techniquement, les sorties qu'il fait, c'est pas c'est pas parfait au sens académique du terme. Non, C'est-à-dire qu'il est pas avec le genou et la jambe tendue, mais en fait, de faire ça, c'est ce qui l'a aidé à reprendre appui, en fait. Ouais, exactement. Parce qu'il reprend appui beaucoup plus vite, parce que justement, comme tu dis, on a un peu l'impression qu'il tombe en avant. Et en fait, je pense qu'il déjà il se rattrape avec ses mains très vite pour se repousser un peu vers le haut. Et ensuite, effectivement, c'est là où il est très vif et qu'il revient très vite sur ses appuis. Mais quand on le regarde, on se dit c'est pas ça la meilleure sortie en T, quoi. Ouais, parce que possible. Quand il sort, en fait, les genoux ils sont écartés, en fait, si tu veux. C'est parallèle, quoi. Ouais, voilà. Mais sauf qu'au final, c'est ça qui lui permet de faire le 2e arrêt. Parce que je pense que s'il se lance vraiment bassin en avant avec la jambe, il y a un risque que sur sa reprise, ce soit un peu compliqué. Parce que au niveau de l'équilibre, quand on est lancé comme ça, c'est pas sûr de pouvoir repartir. Mais après, c'est pas académique, mais dans un sens, ça marche. Mais ça aurait pu foirer parce qu'il aurait pu tomber en avant. Oui, mais après, c'est ça le risque de se mettre sur les genoux aussi. Oui, mais comme tu dis, s'il avait fait sa sortie avec le genou au sol, peut-être que la première intervention, il aurait peut-être mieux repoussé le ballon. Alors, peut-être. Parce que là, voilà. Quand tu revois la première, tu sais, quand il la repousse, la balle, il la repousse vraiment vers le bas et dans l'axe. C'est comme si tu faire au tennis, quoi, tu vois. Ouais, je pense. Effectivement, c'est peut-être parce qu'à mon avis, il est un petit peu sur les genoux et qu'il est un peu déséquilibré vers l'avant. Ça lui permet pas de vraiment taper le ballon, quoi. Il est un peu en chute, donc il emmène le ballon avec lui. C'est effectivement le risque. Mais bon, il arrive quand même. C'est là où il est fort, c'est qu'il arrive quand même à faire la 2e parade. Ouais, parce que malgré le fait qu'il n'ait pas fait la perfection. Ouais, ce qui est souligné sur cette action, c'est vraiment le 2e arrêt. Parce que le premier arrêt, il peut mieux faire, mais il se rattrape très bien sur sa 2e intervention. Ouais. Ok, et juste pour mon information, Stankovic, il est de quelle nationalité ? Il est autrichien, mais d'origine bosnienne. D'accord. C'est un jeune gardien, c'est ça ? 26 ans, il me semble. 26 ans. D'accord. Bon, du coup, peut-être le prochain gardien de Leipzig. Après, c'était pas le gardien titulaire normalement, parce que c'est un gardien allemand normalement, mais qui s'est baissé en début de saison avec des champions, justement. Ok, bon. D'accord pour Stankovic. Alors, je voulais faire la transition. Alors, moi, c'est un match que j'ai regardé attentivement étant supporter lyonnais. On va reparler de Lopez juste après, mais je voudrais mettre en avant le gardien hongrois Gulácsi, que j'ai trouvé vraiment bon. Alors, à titre personnel, je l'avais jamais vraiment vu jouer. Je l'ai vraiment découvert lors de ce match et j'ai été agréablement surpris par le calme qu'il dégage. Plusieurs fois, alors notamment c'était au début du match, évidemment l'OL à domicile poussait dès la 2e minute.
sorties aériennes pour calmer tout le monde et relancer le jeu. Ensuite, plusieurs fois, il a été décisif sur le fait de bien boucher son angle pour empêcher d'avoir une situation, on va dire, plus dangereuse. Et également, et c'est pour ça ce qui va me faire également rebondir sur Lopez, il fait les bons choix de ne pas sortir. C'est-à-dire quand il faut pas sortir, voilà, il le montre bien à sa défense, il reste bien sur sa ligne, mais sans trop faire de gestes qui pourraient inconsciemment, on va dire, exciter sa défense. Et j'ai vraiment trouvé en fait la performance de ce gardien intéressante, contrairement à celle de Lopez, où là là je pense qu'on peut en discuter. Même, je pense que c'est assez indiscutable. Il y a quand même une énorme erreur sur le premier penalty concédé. Ah bah oui, l'erreur elle est gigantesque. Hein. Enfin, je veux dire, il touche pas le ballon une minute et puis il le découpe quoi. Et là pour le coup la VAR est intéressante parce que sur le coup, quand on regarde sans la VAR et sans le ralenti, on se dit qu'il la touche peut-être. Mmh. On se dit peut-être qu'il la contre parce qu'il est vu l'angle, on voit pas bien. Mais en vrai, non, il touche 0 et il emmène tout quoi. Et ça, c'est le risque avec Lopez dans ses sorties en général. Thomas, tu voulais réagir ? Ouais, mais le problème, même sans la VAR, le problème c'est que Lopez, tu vois, dans sa sortie, il maîtrise pas du tout. Il y a aucune maîtrise et puis c'est ce qu'on parlait lors des dernières émissions. Ce qu'on avait peur, c'est pas qu'il surjoue, tu sais, la tension qu'il a lors des matchs décisifs, notamment lors de ses premières années. Défaut qu'il avait un peu gommé l'an passé avec Coupé. Là, un peu, si tu vois, on a senti tendu, pas serein comme tu disais, Nico, et un peu foufou là sur cette première intervention. Pas du tout maîtrisé, un peu inconscient, un peu kamikaze, et c'est des choses qu'on n'avait pas trop vues, par exemple l'année dernière, qu'on avait pensé qu'il avait gommé. Et là, lors ce match, c'est un peu ressurgi. Bon, heureusement pour lui, ça n'a pas eu trop de conséquences. Mais ouais, je pense que la spirale négative là fait ressortir un peu les défauts de Lopez qu'on pensait qu'il avait un peu effacés. Oui, plus la tension de la qualif qui se jouait littéralement sur ce match-là et où il fallait un peu tout donner. Et effectivement, je pense qu'il est un peu, il est revenu à ça parce que naturellement chez lui, il se tourne vers ça quand ça va pas. Et ça crée, voilà, et le problème, c'est qu'il fait des erreurs quand il fait ça. Alors ouais, c'est vrai qu'il y aurait peut-être 3 facteurs qui mettent ça en lumière. Alors, enfin, ouais, 3 facteurs, c'est d'abord son appartenance au Bad Gone. Elle est quand même fortement décriée en ce moment en interne avec ce qui s'est passé. Je pense que quand il joue, en fait, il est à moitié supporter. Donc peut-être que ça peut jouer. Alors je dis bien ça peut jouer, hein, j'ai pas les réponses. Ensuite, il y a son histoire de contrat plus la concurrence qui s'est assainie avec le gardien roumain Tatarussanu. Et enfin, alors moi j'ai regardé la série Rempart qui est disponible sur OLTV. Donc j'ai vu un petit peu comment s'entraînait Lopez. J'ai beaucoup vu de frappes, on va dire d'exercices pour être le plus explosif possible, etc. Donc c'est vraiment de la répétition que fait faire Coupé. Je me demande pas s'il faudrait pas faire un exercice un peu plus cognitif pour la prise de décision. Parce que là, on a quand même eu 2 matchs coup près à Benfica et contre Leipzig où il y a une très mauvaise prise de décision de la part de Lopez. Oui, puis ouais, en fait, ça va ressortir un peu la gestion des émotions, en fait, et de situations. Là. C'est mal gérer ses émotions et être un peu emporté par le contexte du match ou contexte global, en fait. Tout à fait. Et c'est sûr que je pense qu'il aurait besoin de ce genre d'exercice. Parce qu'aujourd'hui, Lopez, c'est pas quelqu'un, on a besoin de faire travailler son explosivité ou sa vivacité. Il l'a déjà. On le sait. Et je pense qu'effectivement, il aurait besoin d'exercices de prise de décision et d'exercices où il faut faire un peu travailler son cerveau, quoi. Tout simplement, il faut être dans l'analytique. Il faut pas être dans la réaction. Je pense que Lopez, il est dans la réaction. Ouais, il est dans la réaction et en plus, il est dans la réaction émotionnelle, vraiment.
Donc du coup, il surréagit. Et on a toujours dit qu'un joueur, et surtout un gardien, quand il surjoue, c'est l'erreur. On arrive à une erreur. Toujours. Ça se voit. Donc voilà pour, je pense pour le dossier Lopez. Alors néanmoins, pour finir sur le volet allemand en vue du choc qu'il y a ce soir, Dortmund-Leipzig. On a également eu une super performance de Roman Burki contre le Slavia Prague. Ouais, exact, ouais. Bah, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé et il y a plusieurs périodes de grande classe et notamment en fin de match, dans les dernières 20 minutes, où il fait quand même de belles envolées. Normalement, 72e après une frappe où il s'envole Oui, sur son côté droit avec ses deux mains là. C'est assez impressionnant parce que le ballon part vite et le ballon est bien placé, il réagit assez vite. Et oui, sur le 77e, il y a une arrêt sur une tête, pareil, un peu réflexe sur sa ligne, mais à une main, avec mm, la main droite, un peu la même situation que l'action que je viens de décrire précédemment, où pareil, sur sa ligne, réaction vite, arrêt à mi-hauteur, arrêt spectaculaire, arrêt faute, pas photo, mais une belle photo pour les photographes, mais efficace, tu veux. C'est pas un arrêt photo juste pour la photo, pour la beauté du geste, hein. C'était très Mais efficace. ouais, mais ce qui est fort aussi, c'est surtout sur le premier arrêt, quand on regarde bien, en fait, c'est qu'il fait un petit pas juste avant de se lancer, qui, à mon avis, change tout pour aller la chercher. Parce Ouais. que c'est ça qui le rapproche et c'est ça qui lui donne et qui lui permet de prendre une bonne impulsion derrière. Parce qu'en fait, les deux sont assez similaires, mais sur le premier, il faut vraiment prendre une grosse impulsion parce que c'est une frappe de loin qui part vite. Donc, du coup, il faut bien être dessus. Et ce qui est très fort sur la deuxième, c'est que justement, c'est une tête à bout portant. Et donc là, du coup, il a plus ce temps pour faire ce pas. Donc là, c'est vraiment que de la réactivité pure. Et Ouais. c'est ça qui est très fort en fait. Parce que là, il faut vraiment effectivement y aller à une main, il faut avoir la main méga ferme, la tête elle part vite. Mais dans les deux cas, ouais, il a vraiment démontré que sur ce point-là, en termes de poussée aussi, Burki peut être très bon. Ouais, puis même Bourki, moi j'ai souvenir l'année dernière que par moments c'était assez compliqué au niveau de ses performances. C'est la concurrence de l'autre gardien suisse dont le nom m'échappe. Il a Marvin continué. Hitz. Exactement, merci. Marvin Hitz, ouais. D'ailleurs, que quand je comprenais pas trop des fois pourquoi il jouait à la place de Bourki, parce que bon, j'ai jamais trouvé meilleur que Bourki. Après, c'est un choix de coach, hein. Je vais pas critiquer Lucien Favre, hein. C'est un bon coach quand même. Oui. Euh, ouais, non, mais pour qui, s'il continue ce genre de performance, ça peut être un atout pour Dortmund face au PSG, notamment lors du huitième de finale retour. Hein, on sait jamais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Disons que là, on a vu, ils ont joué contre c'était le Slavia Prague. Ok, ça fait pas partie d'un championnat majeur, mais pour avoir vu le match, ils ont vraiment, C'est une bonne équipe, hein. oui, c'était vraiment une bonne équipe. Dortmund a fini à 10. Ils sont pas passés loin de la correctionnelle. Heureusement que l'Inter a bien choqué face au Barça. Mais comment? Le Barça B en plus. Ouais, le Barça B, voilà. Mais donc Dortmund a quand même là ici évidemment un gardien de qualité. Et pour finir sur Bourki, il est pour le moment écarté de la sélection parce qu'il a refusé d'être numéro 2. Voilà, il y a un petit quand même passif en Suisse entre les gardiens, entre Le Sommer et Bourki. Donc c'est également à suivre. Finalement, c'est un petit peu comme Lopez, mais lui, c'est pas pour ces raisons-là qui a décidé d'arrêter la sélection portugaise. Merci donc du coup pour ce retour sur la Ligue des Champions. Deux clubs qui avaient fait tourner en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid et Barcelone, qui avaient fait jouer Neto et Areola, parce qu'on va se projeter sur le choc de mercredi. Je vous propose d'ouvrir d'abord le cas Ter Stegen. Ter Stegen qu'on avait loué il y a deux émissions, qui a quand même pas été exempt de tout reproche ce week-end, Renaud. Effectivement, T'as pas Ter vu le Stegen. match? Si, j'ai Ah vu le oui. résumé, enfin j'ai vu des images du coup, et effectivement particulièrement sur le deuxième but, Ter Stegen sur le centre en retrait qui est remis plein axe, là effectivement il y a quelque chose qui va pas en fait. C'est un ballon contré, donc c'est un ballon qui revient encore plus vers lui sur centre en retrait. Et je pense que déjà ce qui manque c'est la deuxième main.
pour venir bloquer le ballon. Oui. Parce qu'il est en mesure de le faire et il le fait pas. Et du coup, forcément, à une main, il peut pas faire grand chose. Et là, malheureusement, il donne le but, clairement. Et là, on sait que Ter Stegen peut faire mieux là-dessus. Il peut faire beaucoup mieux. C'est dommage parce qu'il est bien placé. Parce que s'il l'a, c'est qu'il est bien placé de base et il a une bonne détente. Et là, c'est vraiment, il manque vraiment juste la deuxième main pour venir capter le ballon. Et en plus, vu la puissance, je pense que c'est largement possible. Par contre, moi, sur cette action, j'ai l'impression qu'il anticipe si tu veux, un peu trop. Il est déjà un peu par terre, alors que le ballon n'est pas vraiment arrivé dans sa zone. Après, c'est peut-être une impression que j'ai, mais et en plus, après, le défaut, comme tu disais, avec le problème des deux mains, ça, c'est souvent le défaut des gardiens allemands, c'est le pas de vouloir tout le temps bloquer le ballon et souvent chercher à le repousser. C'est bien Les disciples d'Andreas Kopke. Ouais, mais le problème c'est vrai, sauf que sur les centres en retrait, en fait, tu peux pas parce que c'est trop dangereux. Parce qu'au vu de ton placement, vu que tu défends une zone, tu vas forcément plonger latéralement, sauf que du coup le ballon tu le repousses forcément dans l'axe. Et c'est ça, du coup, c'est juste pas possible. Enfin, dans son entraînement, il devrait le savoir. Ouais, mais sur cette action, tu vois, j'ai l'impression, si tu veux, qu'il est déjà un peu au sol avant que le ballon arrive, et c'est ce qui lui manque en fait de pouvoir la repousser correctement. Limite, je sais pas s'il y a un travail de jambes à avoir avec la poussée pour pouvoir intervenir et s'élargir dans la zone. Je sais pas si le problème vient de là, mais j'ai l'impression que si tu veux, qu'il manque de force et de puissance pour pouvoir repousser le ballon correctement. Alors pour compléter ce que tu disais, Thomas, je pense que ça nous est tous arrivé en tant que gardien, limite de savoir très clairement où la balle va, et du coup on anticipe tellement, comme tu dis, on est déjà par terre, et ce qui fait qu'on est presque passif sur l'action. Moi, c'est un peu ce que ça me donne. Il subit l'action, c'est ça, ouais. En fait, moi, ce que j'ai vu aussi sur l'action, c'est que, comme vous avez dit, peut-être qu'il anticipe tellement qu'il en vient presque à spéculer. Mais moi, ce que j'ai surtout vu, c'est que la balle est contrée. Et je pense qu'il l'attend plus loin. Oui. Et c'est pour ça qu'il part plus tôt. Et le problème, c'est comme elle est contrée, elle arrive plus près. Et donc, du coup, je pense qu'il relâche sa poussée. Et du coup, il se retrouve avec moins de puissance. Ouais. Si vous avez l'occasion, regardez les images parce que c'est vraiment contré par un défenseur et du coup la trajectoire du ballon est changée et du coup c'est encore plus dommage de pas mettre les deux mains parce que c'est sûr qu'il l'a, c'est sûr qu'il peut la capter. D'accord. C'est un peu dommage, je trouve. Ok, bon bah ce sera intéressant de revoir ça. Donc il y aura, il y a eu aussi également le premier but, notamment avec le coup de coude de fantôme pour moi de Busquets. Tirage de maillot. Les tirages de maillot, il n'y a pas que le coup de coude. Pardon. Ok, d'accord. Parce que je vois l'arbitre ou Busquets qui dit le coude. Alors c'est pour ça que j'ai pas trop compris ce qui se passait. Donc merci Thomas. Mais on a également vu donc du coup dans ce but où Ter Stegen sort à moitié mais finalement il l'a pas. Il y avait également déjà une fébrilité sur le premier but. Ouais, mais ça, la sortie aérienne, c'est pas forcément son point fort à Ter Stegen. Hein. Mais là, ouais, sur cette action, c'est j'y vais pas. C'est ça un peu le ressenti. C'est le pas en avant et puis après je lui dis bon j'y vais. Et le temps qu'il se demande, bon, j'y vais pas, ça fait le temps de retard, les hésitations. Et puis surtout, il a très mal lu la trajectoire. Parce que déjà, il y a le pas en avant qu'il met forcément en retard. Parce qu'il du coup, il peut plus corriger sa trajectoire. Il se bloque avec sa hanche. Et surtout, c'est que quand il y va vraiment pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il est à la ramasse. C'est-à-dire qu'il continue de courir sur la droite. Donc du coup, il est complètement en retard par rapport au ballon, alors qu'il aurait presque fallu à ce moment-là, quitte à refaire un pas en arrière et se déplacer latéralement. Tout à fait. Quitte à être un petit peu sur sa ligne et du coup espérer prendre le maximum d'envergure et de plus vraiment pouvoir intervenir, mais il aurait eu plus de chances de le faire. Là, vraiment, clairement, s'il y avait la tête, il y avait but. Hein. C'était sûr. Ouais, c'est un peu le problème. Je pense qu'il s'est dit qu'il jouait, il jouait une équipe. Je sais pas si la Real Sociedad est haut au classement, mais si, très bien classé, très bien classé. Très bien classé. Bon, bah en plus, c'était pas forcément le match où il fallait tenter ce genre de choses. Donc ça va être intéressant de voir sa réaction face au Real Madrid, qui à l'inverse, lui a sauvé sa peau dans les dernières minutes grâce à une tête presque décisive de Courtois.
Ouais, exactement. Mais il n'a pas fait que ça dans ce match, hein. Il n'a pas fait que la tête offensivement, mais il a été aussi décisif. Et ce qu'on lui a reproché un peu ces derniers temps sous le maillot merengue, c'est de ne pas être décisif d'un point de vue de gardien de but en faisant des Oui. arrêts. Là, il a été décisif, notamment en deuxième période, parce qu'en première période, le Real n'a pas vraiment subi face à Valence, avait plutôt la maîtrise du jeu en première période. En deuxième mi-temps, le Real a pu subir les contres de Valence qui avait le même projet de jeu qu'ils ont eu face à l'Ajax, donc bloc assez bas et contre, transition rapide. Et donc la première sortie, c'est à la sortie des vestiaires, quasiment à la 47e, il me semble. C'est Fernan Torres, joueur de Valence, qui il se présente seul face à Courtois. Et là, tout à l'heure, on parlait d'Alisson, la sortie OK avec les genoux un peu au sol déjà. Non, pas au sol justement, mais un peu écarté. Là, Courtois a décidé de faire la sortie gardien de hockey, mais avec un genou. Donc c'était son genou gauche au sol, les bras assez bas quand même, un peu penchés vers le bas, mais qui prenait quand même. Pour la connexion main-œil. Exactement. Et ouais, donc là, il fait une très belle sortie, même si la touche de balle de Torres, qui est un peu trop longue, permet à Courtois de gagner du terrain et de fermer l'angle à Fernan Torres. Et aussi décisif dans le temps additionnel face à Rodrigo. Pareil, situation assez similaire, même si là, c'est Nacho que sur cette action, je ne comprends pas trop ce qu'il fait. Il est dans les 5,50 de. Là, il fait une passe décisive. Ouais, mais je sais même pas pourquoi. Il voulait une passe D. Et attends, c'est les stats, hein, ça compte. Hein. Ouais, non, mais là, une passe D pour Rodrigo. Donc, genre de Valence. Et là, Courtois, excellente réaction. Il a réagi très rapidement parce que je pense pas qu'il s'attendait à une telle erreur de la part de Nacho. Et même geste que lors de la première action, il réagit assez vite. Et donc, on est dans le temps additionnel, donc à 92e. Et comme tu as introduit Nico, fin de match, il fait une tête tel un attaquant, tel un Sergio Ramos, à la limite. La tête, il gagne son duel. Le geste est bon. Après, on pourrait reprocher à son homologue de Valence, Domenech, de repousser le ballon de façon peu académique, on va dire. Hein. Avec les paumes en avant. Ah, le geste. Ouais. Et ouais, il met pas les doigts, le monsieur. Il met les paumes en avant et du coup, il remet plein axe. C'est un petit peu de sa faute aussi, du coup. Pendant tout le match de Domenech, les interventions qu'il faisait, c'était pas du tout académique, c'était pas rassurant. Des fois, il plongeait, mais en avant, mais il était sur le ventre. Pareil, ses mains, il les positionnait bizarrement lorsqu'il repoussait. Du coup, là, tu vois que si Essen, il manque, je pense, à Valence quand même. J'espère pour eux. Pour rappeler, Domenech, c'est le numéro 2 le gardien numéro 2 de Valence. Ouais, et j'espère pour Valence, si Essen sera de retour face à l'Atalanta. Parce que je ne sais pas si Domenech pourrait vraiment les aider lors de ce match-là. En soi, il jouait déjà contre l'Ajax. Ouais, mais contre l'Ajax, c'était plutôt bon, mais j'ai l'impression que c'est un peu le match où il est fort, mais parce que pareil, c'est des interventions peu académiques. C'est vrai que pas la dégaine en général, mais la façon dont il réalise ses interventions ne sont pas très rassurantes ou pas très. Ça fait pas très gagnant de but, j'ai l'impression. Si tu veux, c'est le gars qui a enfilé le maillot pour la première fois et de gardien et qui commence, quoi. J'ai l'impression par moment. Techniquement, c'est pas du tout propre comme s'il est saine. Ouais. Mais alors, par contre, juste pour revenir sur la tête de Courtois, moi, il y a un truc que je trouve dingue, c'est que Courtois, il sait sauter. Donc, il a de la détente. Oui. Parce que putain, les sorties aériennes, c'est toujours pas ça. Hein. Ouais. C'est un truc de ouf, hein. Mais attendez, c'est dingue. Chaque bras, il a un bras qui fait 1m50. Et là, il la met de la tête et il n'arrive pas à la capter. En début de match, là, en première mi-temps, c'est pareil, il était en retard sur une sortie sur un ballon aérien. Ils ont failli se prendre un but. Hein. Et vrai, est-ce que tu penses pas que c'est une lecture de jeu, de lecture de ballon lors des sorties aériennes? Et là, il y a de ça, mais déjà aussi, je le trouve très passif aussi. Oui, il se déplace pas. C'est-à-dire qu'on sent qu'il compte sur sa trajectoire, sur sa taille en fait. Je te dirais qu'il est beaucoup sur les talons, moi je trouve à chaque fois sur ses appuis. Mais j'ai l'impression que le positionnement de ses pieds à chaque fois, c'est le bazar. Et vraiment, on sent il se dit, mais avec mes bras, ça va le faire. Ou peut-être et ça le fait pas. C'est vraiment à chaque fois en plus. Hein, c'est récurrent donc. Et pourtant, en première ligue, tu sais, normalement, c'est l'un des points forts, normalement, les sorties aériennes. Et pourtant, je trouve qu'il n'est pas autant exposé à Chelsea. J'ai l'impression. Après
il a joué avec peut-être les deux défenses les plus fortes Ouais, au niveau aérien, Chelsea et Atletico. Voilà, pour les chercher sur corner, surtout au niveau de l'agressivité. Je pense qu'il y a limite des consignes. Écoute, c'est bon Thibaut, on s'occupe de ça. Toi, fais-nous des arrêts sur la ligne et ça sera déjà pas mal, quoi. Oui, c'est Ouais, possible. non, mais c'est sûr, ça se tient, c'est logique, mais c'est vrai Il y que a un petit peu de ça. c'est quand même énorme de le voir plus sauter sur une tête que sur des ballons aériens. Moi, ça m'a mis la rage. Ça m'a mis la rage quand j'ai vu ça. J'ai fait non, mais Thibaut, fais-le, tu sais le faire. Donc vas-y, t'as les mains en plus, donc tu peux y aller. Après, c'était pas le même contexte là, sur l'action de tête que là. Et comme il sait, lors de ses interventions en tant que gardien de but avec ses mains, il sait qu'il n'est pas en confiance, si tu veux, lors de ce genre de situation. Là, il pouvait être le héros, si tu veux. Là, t'as un peu une sorte d'adrénaline, d'enthousiasme lors de cette action, en fait. Et je pense que ouais, c'est une question peut-être de psychologie aussi, de mental, de comment Ça va lui faire du bien, hein, c'est sûr. C'est comme n'importe quel n'importe quel gardien, de quoi il rêve de marquer un but. Là, il a presque marqué un but. Je pense que ça va lui faire du bien. Merci pour ces débats. On a beaucoup parlé. Il est temps d'aller se rafraîchir. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. Et dans cette buvette, une fois n'est pas coutume, nous allons prendre un petit fast-food, une petite Domino's, avec les trophées de Ligue 2 par Thomas. Ouais, exactement, une bonne pizza en Une Hypnotica. Exactement. Ouais, donc la semaine dernière, il y a le nom des nommés pour le trophée du mois de novembre en Ligue 2 au niveau UNFP. Donc il y avait 3 joueurs de nommés, Jesse Deminguet donc de Caen et 2 gardiens. Donc pour commencer, on va commencer par le gardien de Lorient, Paul Nardi, qui appartenait à Monaco et qui cet été a rejoint les Merlus. Donc cette saison, c'est 7 clean sheets en championnat et c'est gardien de la meilleure défense de Ligue 2. Il est passé devant justement l'un de ses compères qui est nommé pour ses trophées, Benjamin Leroy, qui a malheureusement encaissé 2 buts face à Lens ce week-end, donc ce qui lui a fait perdre le titre de meilleure défense, le gardien de meilleure défense. Oui. Paul Nardi, c'est un gardien qu'on avait un peu comme un espoir à Monaco. Il a joué à Rennes où ça s'est pas très bien passé. Et là, il a été prêté au Cercle de Bruges, club partenaire de l'AS Monaco, où il s'est relancé. Et là, donc, comme je le disais, 7 clean sheets en championnat, gardien du leader de la Ligue 2 qui va, je pense, certainement monter tellement ils ont un beau collectif et ils sont très bien coachés par Christophe Pélissier. Et donc oui, on disait Benjamin Leroy aussi nommé, donc qui est 3e avec Ajaccio, qui est un peu une surprise aussi parce que pour ceux qui suivent la Ligue 2 régulièrement, Ajaccio n'était pas forcément attendu parmi les prétendants à la montée, contrairement à Lorient. Et c'est Gardien qui a réalisé, donc il a réalisé 11 clean sheets cette saison, donc en 18 matchs. Donc c'est plutôt pas mal. C'est Benoît qui en avait parlé. Salut Benoît, qui en avait parlé lors de la 3e émission. Voilà, donc c'est 13 buts en 18 matchs. Et c'est une moyenne de 0,72 buts encaissés par match. Et lors de ce mois de novembre, il a encaissé que 2 buts. Donc il peut être considéré comme le favori pour l'obtention de ce trophée. Donc voilà, c'est un moyen aussi de mettre la lumière aux gardiens de Ligue 2 qui font des bonnes prestations. Et puis on l'espère pour eux pouvoir monter en Ligue 1. Et puis en Ligue 1, faire des prestations comme Régis Gürtner ou Gauthier Larseneur qui s'était illustré en Ligue 2. Donc ça peut être un moyen aussi de révéler des gardiens de talent, la Ligue 2, pour notre championnat de France. Tout à fait, ce n'est pas rien sur ces gardiens de Ligue 2. Moi, je veux me permettre d'enchaîner sur mon canapé Conforama avec ma petite bière au frais, en parlant de notre Ligue 1 avec un match qui était quand même alléchant samedi soir, Monaco-Angers. Alors sur le papier, vous allez me dire encore un 0-0, mais ce 0-0, il a été provoqué par 2 gardiens qui ont fait de très belles performances.
Et c'est deux gardiens qui avaient un peu le bonnet d'âne des performances au mois d'août. Donc si on se souvient, donc c'est Benjamin Lecomte et Ludovic Butel. Butel on avait pris 6 au au Groupama Stadium contre l'OL et il avait vraiment été pas bon. Enfin, vraiment c'est un match où rien lui a réussi. Et également son défenseur Pavlovic avait été nullissime. Et moi, j'ai trouvé notamment sur ce match et même en général qu'il a fait un très bon mois de novembre. Notamment, il faut savoir il est le numéro 1 des clean sheets en novembre, Ludovic Butel. Bon, c'est simple, Angers, ils marquent plus un but, mais en même temps, ils en prennent plus. Donc c'est un peu le FC Nantes, de l'an dernier ou d'il y a 2 ans. Cranieri, exactement. C'est un peu le FC Nantes de Ranieri, mais bon, ça bosse à Angers, hein, on peut dire ce qu'on veut, ça bosse bien. Et Ludovic Butel, donc il a 3 clean sheets, 75% de clean sheets en novembre. Et en face, il y avait Benjamin Lecomte. Donc le foot va vite parce qu'on l'avait quand même bien relégué dans notre top 3 des gardiens qui pouvaient être numéro 3 en équipe de France à l'Euro. Je pense pas que c'est ça qui va le remettre dans la course en tant que tel. Néanmoins, s'il fait une très bonne partie de saison avec Monaco, comme ce qu'est en train de faire Monaco depuis un mois et demi, on va recommencer à parler de Benjamin Lecomte. Alors d'abord, il a surtout en deuxième mi-temps, un peu comme Thibaut Courtois avec le Real. Donc il y a eu 2 arrêts, donc notamment sur la frappe de Tube sur un contre. Ensuite, il y a eu sur la frappe, sur également la frappe d'Alioui juste après la frappe de Tube, où également il est présent. Et surtout, alors là, c'est un contre d'école d'Angers à la 94e minute, où on a Fulgini qui se retrouve à l'entrée de la surface, donc même dans la surface, face à Lecomte. Il y a quand même un défenseur qui est là pour le gêner un peu. Et là, Fulgini, il allume dans la meilleure partie pour marquer. En tout cas, il y avait vraiment que là où il pouvait marquer. Donc, il allume pleine lucarne. Et Lecomte, là, il se détend une belle main opposée pour empêcher le ballon de rentrer. Donc c'est pour ça qu'on est sur un 0-0, mais alors d'un côté comme de l'autre, on aurait pu avoir des buts. Il y a Slimani qui a loupé beaucoup d'occasions, et également surtout Angers, grâce à la performance de Benjamin Lecomte, qui permet donc du coup à Monaco de bien voyager, de faire 0-0 à Angers. Et pourquoi je parle de ces deux gardiens et de leur progression, parce que voilà, autant ils étaient derniers au mois d'août sur le nombre d'arrêts, là ils sont tous les deux 6e à égalité avec 78,57% d'arrêts, donc 11 arrêts sur le mois de novembre. Donc en plus des bonnes performances qu'ils ont au mois de décembre, on sait, sur les stats produites par Benoît. Donc voilà, un coup de chapeau à ces deux bons gardiens de la Ligue des Talents. Et plus globalement, on peut souligner le fait, bon, certes, il n'y a pas beaucoup de buts en Ligue 1, mais les gardiens font de bonnes performances. Et ce week-end, entre, comme tu disais, Benjamin Lecomte et Ludovic Butel, Bernardoni aussi, face à Nantes, a fait plutôt un bon match. Et Gauthier Larseneur a été une nouvelle fois. Il était stratosphérique. Dise. Larseneur. Spoiler alerte là pour le mois de décembre, je pense qu'il va truster le haut du classement des stats de Emo pour le mois de décembre. Oh là, le match contre l'OM, ce match-là, et puis le match d'avant, je ne sais plus contre qui c'était. Contre Nantes, il fait un arrêt aussi. Voilà, c'était contre Lille également, où il provoque le penalty, puis ensuite il l'arrête. C'est révélation, je pense. Une petite révélation là qu'on a. Ouais, on l'avait bien, on l'avait pointé en début de saison, hein. Ce qu'on avait dit, c'est qu'il avait une adaptation compliquée, mais là, on va commencer à sérieusement en parler dans la course. Finalement, il peut se mettre, alors peut-être pas pour cette année, mais ensuite dans la course à la Coupe du Monde, faudra suivre ensuite sa progression. Ouais.
Sa progression monte très bien pour pour ce petit verre de vin devant la Ligue 1. Maintenant, on va retourner en Allemagne et nos bons litres de bière avec Renaud et son image du week-end qui nous a rappelé de mauvais souvenirs. Oui, tout à fait. Bah voilà, on est au pays de l'Allemagne, donc plutôt un pays subtil, hein, pas trop bourrin. Non, je plaisante. La bise aux Allemands qui nous écoutent. Ouais, non, mais on vous n'engage adore. Hein. Non, mais j'adore la Bundesliga, il y a pas de souci. Mais là, malheureusement, là, il y a Schalke 04, le gardien Noubel. Ah bah là, il nous a fait une sortie comme Battiston s'en est pris une dans les dents. Voilà, il est arrivé vraiment tout droit, pied bien haut, direction le torse de son adversaire du jour, donc qui joue à Francfort, et il l'a, mais littéralement fusillé, il l'a découpé. Mais vraiment c'est de la boucherie, de la belle saucisse de Francfort. Voilà. En effet. Voilà. Et donc, mais en fait, il loupe tout, c'est-à-dire que il y a une passe en profondeur vers un adversaire, mais il y a encore 2 défenseurs qui sont là, même s'ils sont pas au contact, mais ils sont pas loin. Le timing est vraiment, c'est moche, quoi. Je veux dire, le ballon est au niveau du joueur, il lui reste encore, je pense, 5 à 10 mètres à parcourir, et il fait. Alors, il a le mérite d'aller au bout, hein, c'est-à-dire qu'il c'est sûr qu'il s'est pas arrêté, il a pas tergiversé. Mais là, rouge direct, hein, évidemment. Donc c'est une image qu'on a postée sur le Twitter de Main Opposée. Hein, vous pouvez le voir en gif. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Vous avez l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en sortie. Hein, surtout qu'il est sorti à au moins 40 mètres de ses buts. Donc on s'appelle pas tous Neuer. Hein. Donc voilà. Ça se gère une sortie à 40 mètres, et voilà, quand on sait pas faire, on fait pas. Parce que ça donne lieu à ce genre de faute, et je sais pas si le joueur de Francfort a été vraiment blessé gravement. Je l'espère pas pour lui. Non. Et voilà. J'ai vu une photo d'après-match où il s'est pris un selfie où tu vois les traces de crampons sur la poitrine. On a l'impression que c'est un tigre qui l'a griffé, tu vois. Ouais, voilà, il a de la chance, il s'en sort bien, mais voilà, ça aurait pu donner lieu à des choses plus graves. Et voilà, on se souvient tous que Battiston, lui, ça avait quasiment stoppé sa carrière de joueur pro, quoi. Donc voilà, on est gardien, on met l'intensité. Quand nous on sort pour de vrai, et les joueurs en face, quand ils vont au ballon, mais on fait pas n'importe quoi non plus, quoi. On va pas avec des crampons vissés en avant sur le torse de quelqu'un. Voilà, et c'était l'image un peu du week-end, c'était l'image marquante de ce week-end. Bon, merci Renaud pour toujours cette culture de l'image que tu as et du buzz sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas pour ce petit verre, et nous passons du coup à la deuxième mi-temps. Crucifié sur ce renvoi. Pour ce gardien mystère du jour, nous allons jouer avec les gardiens de Saint-Étienne. En effet, nous avions loupé le coche avec Ruffier qui glanait le record en Ligue 1 pour les Verts. Et donc, nous allons parler des gardiens de Saint-Étienne, des gardiens mythiques de l'ASSE. Vous allez pouvoir deviner et jouer avec nous. Renaud, Thomas, vous êtes chaud? Ouais, je vais appeler Anto. Gardien de l'ASSE. Comment? Je vais appeler Anto, il va m'aider. Ouais, on va appeler Anto, notre community manager de Twitter. Pour ça, on n'a pas fait jouer à ce gardien mystère. Néanmoins, on a des gardiens intéressants. Allez, à vos buzzers. Première description. Quand j'arrive à Saint-Étienne, je suis en fin de carrière. Mais je joue pourtant 108 matchs avec les Verts, dont un dernier mythique où nous gagnons 3-0 face aux voisins lyonnais en 94. Avant cela, j'ai joué dans les 2 plus grands clubs français des années 80. C'est d'ailleurs cette rivalité qui a rendu tristement célèbre un épisode où on me jette une banane dans l'enceinte du Vélodrome pour me reprocher mon transfert aux Girondins de Bordeaux. Je suis d'allure féline, je remporte 2 cannes avec les Lions indomptables. Je suis... Thomas. Oui. Belle. Bien joué, Thomas. Bon, ça a été un peu long. Ah, j'ai hésité, j'ai attendu le dernier moment. Renaud, tu l'avais pas?
Ah non, je l'avais pas du tout là. Non, tu l'avais pas du tout. Non, on oublie que Joseph-Antoine Bell a fini sa carrière à Saint-Étienne. Alors j'ai été surpris. Donc il est né en 54, Joseph-Antoine Bell. Il a fini du coup en 94 à 40 ans. Ah ouais, pas Il mal. il a vraiment joué tard. Bon, on sait que les gardiens jouent tard, mais quand même, donc c'est la preuve de longévité de ce gardien. Donc il a joué de 85 à 88 à l'OM et ensuite il a rejoint les Girondins de Bordeaux durant 4 saisons, je crois, et où il y a eu donc le fameux épisode où il revient à l'OM, donc un petit peu comme Valbuena. C'est pour ça que Valbuena c'était pas c'est pas le seul. Il revient à l'OM et les supporters lui ont jeté des bananes. Un petit peu comme en Italie, c'est oui pour le déconcentrer. Bon, il y a quand même un petit peu de racisme Un peu dans beaucoup, ce. ouais. Voilà, mais c'est vrai que même lui, il disait ça faisait partie du folklore et c'était avant tout pour le déconcentrer. Les fans marseillais, qui nous du coup en ont profité durant 3 ans et pendant cette donc pendant cette période, alors même avant, il a gagné 2 cannes, la canne 84 et 88 si je ne m'abuse. Je crois. Comment? Il y a Nkono qui est titulaire à une des cannes à sa place. Alors, yes, bah oui, toi c'est vrai que tu as fait la biographie de Nkono. Exact. Elle n'est pas encore sortie, elle va sortir lors des fêtes de Noël, donc restez connectés pour lire la biographie de Thomas Nkono. Tout à fait, petit spoiler. Donc du coup, oui, il a gagné 84-88. Il a gagné donc pas mal d'autres choses. Il a quand même commencé en 74 sa carrière, donc il n'a pas fait 75, pardon. Voilà pour ce joueur. Il est passé, donc entre 85-88, il a fait Marseille. Ensuite 88-89, il a fait Toulon. Et ensuite 89-91, Bordeaux. Et enfin 91-94, l'AS Saint-Étienne. Voilà pour Joseph-Antoine Bell et qui ne faisait pas partie de l'équipe de la fameuse équipe du Cameroun de la Coupe du Monde 90 qui a été brouillée avec le sélectionneur. Voilà. Quelle encyclopédie, Nicolas, c'est impressionnant. Ah là là. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Ouais. Ah, ça bosse un peu. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu notre petite encyclopédie libre Wikipédia en face de moi. Non, moi, le petit épisode, c'est quand même moi qui le raconte. Ensuite, deuxième description. Formé à l'OGC Nice, je suis un gardien au style peu académique mais efficace. Une sorte de Paul Bernardoni des années 90. À LSSE, je suis de la remontée des Verts, époque Robert Nouzaré, puis celle des fameux Alex et Aloyso. Suite à la descente du club, j'arrive comme doublure au camp des loges, où je m'impose. Renaud Ouais. Jérôme Alonso. Bien joué, Renaud. J'avais- Jérôme Alonso. Yes. Eh oui. Oui, donc Jérôme Alonso, je finis la description, mais où je m'impose pour être le gardien numéro 1 du PSG époque Luboya Paoletta. Je popularise les manchettes de volleyeurs et les joueurs au poteau face aux coups francs de Juninho. Je suis consultant France Télévisions. Je suis Jérôme Alonso. Il est plus France TV, je crois. C'est vrai, il l'est plus, pardon. C'est vrai que j'étais, et donc maintenant il est sur Football Total. Football Total avec Thomas Touroud lorsque l'on fait Il n'y a pas péno. Et c'est pas l'équipe 21. Équipe 21, pardon. Ok. Si, les deux, il fait les deux. Ok, bon bah voilà, l'équipe 21. Donc ouais, Jérôme Alonso, bon gardien. Passé par Nantes à pas la bonne période. Tout à fait. Ouais. Bon bah. Tout à fait. Renaud, tu te souviens de lui? Ouais, je me souviens. Ouais, j'ai des souvenirs déjà plus vivaces que d'autres gardiens qu'on a pu faire dans les différents quiz. ça me parle un peu plus, Alonso. Après, sa présence dans les médias fait que pour une fois, il y a un gardien. Donc déjà, il y a au moins de temps en temps un gardien qui peut essayer de parler correctement des gardiens. Oui. C'est pas toujours simple, mais au moins de temps en temps, lui, il est capable d'expliquer certaines choses. Ouais, Jérôme, si tu nous écoutes, t'es bienvenu pour une interview. Avec plaisir.
Oui, voilà, ouais, on en profite. Hein, avec plaisir, évidemment. qui est également joueur de poker. Ah oui. Oui, joueur de poker pour moi, Jérôme Alonso. Je peux me tromper, mais oui, il aime bien jouer au poker normalement. Faudrait que je vais. Ah bah voilà, c'est ça. Amateur de golf et de poker. Tout à fait. Voilà. Wikipédia, donc n'hésitez pas à donner. Donnez à Wikipédia. Donne mes petits 15 € tous les ans. Alors, 3e description. Je suis un natif de la ville de Jean-Louis Borloo et de Toyota. Valenciennes. Thomas, Oui. Jeannot. Oui, mon petit bonhomme. Ah oui, quand même. Ouais, Valenciennes. Wow. Je suis direct à Valenciennes. Wow. Bon, bah, tu me laisses finir la description et t'en parles. Hein. Il y occupe actuellement le job d'entraîneur des gardiens. Nous allons faire sa carrière dans le désordre, Auxerre, Le Mans, Lorient, mais avant tout cela, Saint-Étienne. J'y joue plus de 300 matchs avec mes maillots plus excentriques les uns que les autres et mon tatouage à la tête. Je suis un fan de sport de combat. Je suis Jérémy Janot. Ouais. Thomas ? Gardien avec style que j'aimais beaucoup. Même si, bon, parfois c'était un peu exagéré, tout ce qui est photo et tout, mais quand j'ai commencé en tant que gardien de but, je regardais beaucoup, il me plaisait beaucoup en tant que gardien. Et puis là, même s'il est plus gardien, sa personnalité est vraiment assez franche comme ça, sans langue de bois. Je trouve que c'est plutôt cool pour dans le monde de paysage médiatique, on va dire. Tout à fait. Donc, il nous suit sur Twitter. Aussi, il nous met beaucoup de likes et de retweets, notre ami Jérémy Janot. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour amical également, donc avec plaisir si un jour on peut échanger avec lui. Anto l'a déjà fait. Continue de nous retweeter, s'il te plaît. Voilà, qu'il n'hésite pas à venir à l'émission, ce serait avec plaisir. Ensuite, 4e description. 2-1 pour Thomas. Comme Joseph-Antoine Bell, j'arrive en fin de carrière à la SSE pour une dernière pige. Avant cela, je fus champion de France avec une équipe de rêve. Appelé en équipe A', avant l'Euro 96. Mais je fais des choix de carrière douteux. Je vais à Séville, en Segunda Division, puis je suis remplaçant au PSG, époque Laurent Perper, où je me perds, avant de renaître en Ligue 2 avec les Verts et Saint-Étienne, où je fais 2 belles saisons entre 2001 et 2003. Je suis le gardien du Nantes champion de France 95. Mon prénom est... Oui. Casagrande. Bien joué, Thomas. Petit bonhomme, bravo. Eh oui, Casagrande qui a joué pour les Verts en Ligue 2. Donc qui a joué pour les Verts, donc du coup entre 2001 et 2003 pour les Verts, 37 matchs puis ensuite 11 matchs, donc qui était assez plutôt remplaçant en dernière lors de sa dernière saison, mais oui, qui a joué qui a fait plutôt une courte carrière, donc je pense que ça doit être ses blessures, parce qu'il a joué entre 94 et 2004, c'est pas énorme, mais qui a été donc champion de France avec Nantes. Belle époque. Et d'ailleurs, lors de cette saison, il n'était pas numéro 1, c'était David Marot, et même durant l'année du titre, il y a eu une pénurie de gardiens à Nantes, ils sont tous blessés à un moment donné. Et d'ailleurs, Jean-Louis Gasset, qui était entraîneur des gardiens à l'époque, a dû même dépanner pour combler le manque de gardiens. Alors ça, c'était même presque, je crois, en 95-96, je crois, Garcia qui a joué un match de Ligue des Champions. Ah, mais il avait joué en championnat aussi, en 94-95. Ah, et ouais. Leverkusen, c'était en Couet aussi, mais c'était la même saison d'ailleurs, 94-95, et Nantes perd largement contre Leverkusen. Tout à fait, Casagrande. L'année d'après, 96, c'est demi-finale de Ligue des Champions de Nantes face à la Juve. Oui, tout à fait. C'est dommage. Hein. C'était. Je pense que c'est un peu une génération qui a loupé le coche pour aller plus haut. Ouais. Après, il y aurait eu la VAR lors de cette demi-finale. Je pense que Nantes sera en finale de Ligue des Champions. Oui. Sans mauvaise foi, bien sûr. Oui, tout à fait. Et oui, donc quand tu as eu des destins, on va dire opposés, entre Pedros qui ensuite a plutôt plongé
Alors qui a été au PSG puis ensuite en Italie. Ouais, il a joué à Marseille aussi, j'ai Pedro, ça aussi. Ouais, il a joué ensuite, il a joué également à Marseille. On a Karambeu qui est devenu champion du monde. Makelele, tout à fait. Makelele, donc, qui a fait une énorme carrière. Loco qui était à l'Euro 96, mais qui a pas. C'est un petit peu le noyau finalement de l'Euro 96 et qui a pas été repris en 98, quoi. Il y avait Endoram aussi, même s'il n'était pas français. Oui, je sais plus. Donc les grandes heures du FC Nantes. Ah, magnifique. Alors, dernière description plutôt difficile. Je suis triple champion de France avec l'ASSE à la fin des années 60. Je joue même la Coupe du Monde 66 avec les Bleus, en concurrence avec Marcel Aubourg. Je suis même nommé joueur français de l'année 69 et 70. Après mon passage à la SSE, je joue pour l'OM où je gagne un dernier championnat avant de me blesser gravement et de raccrocher les crampons suite à un accident de voiture. Je suis Georges. Ah, honnêtement, j'ai pas. Vous l'avez pas ? Non. Georges Carnus. Georges Carnus, qui était un grand gardien de la SSE juste avant Ivan Kurkovic. Donc là, c'est un gardien de l'équipe de France, Georges Carnus, qui est souvent cité par les anciens parce que il a fait partie en fait de deux assez simples. C'était un peu si on prend l'exemple un peu le Zlatan Ibrahimovic, le totem où tu te disais tu l'avais dans ton équipe, tu gagnais le championnat de France à la fin des années 60, début des années 70, donc avec la SSE puis ensuite avec l'OM de Magnussen et Skoblar, donc qui était venu faire qui était venu renforcer l'OM et Magnusson pardon et Skoblar, et donc c'est la grande équipe de l'OM du début des années 70. Et ça, c'est pas Wikipédia, hein. C'est culture. Et donc c'était lui qui était le gardien, et malheureusement donc on pense à lui parce que c'est une blessure qui évidemment il gardera à vie. Donc dans cet accident de voiture, il perdra ses 3 filles et sa femme décédées dans cet accident, et qui arrêta sa carrière en 74. Voilà, et donc évidemment on n'a pas parlé des plus grands gardiens mythiques de la SSE parce que soit on les a déjà fait, soit ils pouvaient être compliqués à trouver. Donc comme gardien mythique, on avait Jean Castaneda, qui est le gardien de la SSE du début des années 80, qui gardait les buts, lors de la fin de Platini en première division avant de partir à la Juventus. Évidemment, on a déjà fait Ivan Kurkovic comme gardien qui avait intégré le top 10 du Ballon d'Or 76. Donc c'est à rappeler, hein, le grand gardien des Verts qui a évidemment marqué le club et marqué toute une génération de passionnés de football. Et j'en avais 2 autres qui ont eu un destin plutôt particulier. On a eu Philippe Montagnier, qui n'a joué que 6 matchs pour la SSE, qui était gardien, donc évidemment qu'on connaît. C'est lui. Il entraîne qui aujourd'hui, Montagnier ? Lens, c'est ça, ouais, qui entraîne Lens. Et ensuite, on a évidemment Greg Coupet. Pourquoi il est important, c'est parce que c'est suite à son départ que Jérémy Janot a monté dans la hiérarchie des gardiens. Alors il n'a pas été titulaire tout de suite, disons qu'il a fait plusieurs saisons où il a oscillé entre 5 et 15 matchs, mais lors du départ de Coupé, donc c'était en 95 pour l'OL, donc transfert tumultueux. Jérémy Janot a pris sa place dans les buts, et évidemment Greg Coupet, vous l'avez dans le générique, on l'a déjà fait 2 fois en mention. Je suis supporter de l'OL. Il me semble que Coupé était parti parce que Saint-Étienne avait des problèmes financiers, et que le transfert de Coupé permettait à Saint-Étienne de combler ce problème financier. Ah, peut-être, j'avais pas cette anecdote en tête. Donc, ok, c'était des problèmes financiers, je ne savais pas. Voilà.
Donc en tout cas, merci pour ce gardien mystère. C'est la fin de notre émission. Merci Renaud, merci Thomas. Merci à toi, Nico. Ouais, merci à toi de préparer ce gardien mystère comme chaque semaine. Et on essaye. On n'a pas mis de jeu de mots. Ce gardien mystère-là. C'est étonnant, d'ailleurs. C'est étonnant. Non, pas de jeu de mots. Pas de jeu de mots aujourd'hui. On ne sommes pas l'équipe. Hein. On fait pas de jeu de mots d'Uto comme l'équipe. Ouais. T'as pas aimé la une, les destins croisés? J'ai pas fait de vanne. J'ai pas voulu faire de vanne sur Destins croisés. Non, pas d'humour noir ce soir. On vous rappelle évidemment ce soir le choc entre Leipzig et Dortmund. Donc ne ratez pas ça, la Bundesliga. Et évidemment, la Terre s'arrête de tourner avec le Classico mercredi soir. Donc on se souvient, je pense tous, de chaque Classico qu'on a regardé où on était, parce que c'est le match que tout le monde attend. Profitez-en bien, et nous, donc pendant ce temps, nous vous souhaitons une très belle semaine et surtout de belles mains opposées.